La tradition est aussi ancienne que le bâtiment lui-même. C'est avec la fameuse tour de l'horloge que débute le voyage, alors que nous ne sommes encore que sur le parvis de la gare de Lyon. Sur la façade, la région sud-est de la SNCF affiche fièrement son identité encore toute récente. Mais nul n'a encore osé effacer la raison sociale de celle qui fut la plus prestigieuse des grandes compagnies. À l'intérieur même du monument, il est vrai, l'unification a déjà marqué quelques points. Avec les 240p, le style PO a commencé à se mêler aux silhouettes familières des Pacifiques de l'ex-PLM, en tête des grands trains de l'artère maîtresse. En cet été 1947, l'immense éventail de voies était encore vierge de tout poteau caténaire, et seules des fumées charbonneuses venaient encore s'immiscer entre les rails et le ciel. En pleine journée, l'essentiel de l'animation repose alors sur le service banlieue, avec, dans la plupart des cas, les massives 242 Tender, avec aussi des Pacifiques lorsqu'il s'agit de pousser jusqu'à Montereau, voire La Roche. Quant au modernisme, il a fait une apparition timide, avec les diesels 4 DMD. Et les rames TAR se sont récemment imposées en assurant la meilleure relation de soirée en direction de Lyon. Pour observer la vie bourdonnante de cette ruche, le poste 1 offre le meilleur point de vue que l'on puisse imaginer. Levé de rideau sur une rame réversible des années 30, le haut de gamme de l'époque pour les banlieues sud-est et nord, avec en pouce l'inévitable 242T. Après quelques scènes de manœuvre, voici au départ des voies chiffres le spectacle somptueux d'une 240p arrachant son rapide. Et après ce temps fort, revient la succession des mouvements et des convois ordinaires.
Premier tour de roue sous la grande halle. Après avoir observé la tête, nous allons maintenant découvrir le corps, ou tout au moins quelques-uns de ses organes, c'est-à-dire une partie des sites formant le complexe qui s'étend sur des kilomètres de banlieue. Nous rencontrons tout d'abord le prototype diesel 4CMD1 de 1934, puis l'une des toutes jeunes 141R. Sur l'immense faisceau de Conflans, toutes les générations de voitures et de wagons attendent paisiblement l'heure de la sortie, c'est-à-dire la batterie de départ du soir. Représentée par ce long convoi emmené par la 262 BD1, un dinosaure de la traction thermique. Et les banlieusards reprennent leur va-et-vient. En ligne, sur la quadruple voie, qui, dès les lendemains de la Première Guerre, avait atteint Melun. Ici aussi, selon la formule consacrée, ça n'arrête pas. Plus loin, en direction de Moret, c'est presque la province. Et les trains ne sortent de la forêt de Fontainebleau que pour s'envoler sur le Grand Viaduc. Il arrive que l'autre prototype diesel, la 262AD, œuvre aux courtes distances. En tête d'une rame de voitures à essieu, le monstrueux engin de 4000 chevaux fait arrêt à Fontainebleau-Avon, où il confiera ses voyageurs à une curiosité ferroviaire d'un genre très différent. Le tramway sans âge, ou plutôt hors d'âge, qui desservira la ville et son château jusqu'en 1953. Activité urbaine toujours, mais plus au sud. À Nice, où le trolleybus est apparu sous l'occupation, quelques lignes de tram tiendront jusqu'au milieu du siècle, comme le 22 qui dessert la gare. D'ici, chaque matin, un Bugatti part en direction de Marseille. Attention au départ. Le kiosque de conduite, si exigu qu'il soit, offre une vue imprenable. À peine a-t-on quitté les faubourgs de la ville qu'il faut observer un premier ralentissement. Le pont du Var, détruit par les bombardements alliés, n'a encore été reconstruit qu'en provisoire. Après Antibes, vient Cannes, où le cinéaste ne s'est attardé que sur le petit dépôt de la Boca. Puis voici le pont-cage de la Siagne, qui annonce l'Estérel. Au sortir d'une tranchée, le paysage s'ouvre, laissant bientôt apparaître un monument d'apparence modeste, mais qui nous rappelle un événement majeur et tout récent,
le débarquement de Provence. Saint-Raphaël, puis Fréjus, au lieu des combats de la Libération voici quelques mois à peine, ont retrouvé le calme et le soleil, et les trains ont repris leur ronde. Certes, les vieilles Mountain ont perdu la partie. Tous les grands trains de la ligne ont été conquis par les jeunes américaines. Lors du traditionnel arrêt aux arcs, en effet, le Bugatti fait presque vieillot, en regard des airs se succédant en sens inverse avec la batterie de trains de nuit. Après la longue descente ramenant la voie près du littoral, le disque annonce l'arrivée à Toulon. Là, nous allons vraiment réaliser à quel point cette région, d'ordinaire privilégiée, vient d'être meurtrie. Côté Marseille, le dépôt a été épargné par les bombes, mais il comptera bientôt parmi les oubliés de la reconstruction. À portée de tram, la rotonde de la Seine est prête à prendre la relève. Après avoir traversé la chaîne de Cassis, l'autorail laisse définitivement derrière lui les cartes postales de la Côte d'Azur pour découvrir, dans le bassin de l'Uvonne, un environnement industriel alternant avec des villages qui deviennent banlieues. Peu après la Blancarde, sur la quadruple voie, nous rencontrons une 040 DA Baldwin. Puis, après un rapide coup d'œil sur le dépôt de Saint-Charles, le vaste plateau de la gare du même nom s'ouvre face à nous. La diversité caractéristique de l'époque est de mise, côté gare, mais aussi côté ville, où la querelle des anciens et des modernes fait rage, mais où le tram résiste encore vaillamment face à l'avancée des véhicules des temps nouveaux. Retour en gare, où un autorail de Cauville est prêt au départ. Pas pour Veynes ou Briançon, mais bien pour Lyon, par la grande ligne s'il vous plaît. Pendant le trajet, nous croiserons tout ce qui roule sur l'artère impériale. Des 141R, bien sûr, mais aussi quelques oiseaux rares, tels cet autorail Saumua ou encore un VH à Miramas. Après la traversée de la Crau, la gare d'Arles porte encore la trace des récents événements que nous retrouverons de loin en loin en divers points du parcours.
Comme les autorails, les locomotives d'avant-guerre sont encore bien présentes. Mais, comme partout, les R s'installent en force. Et tout au long du voyage, les différentes générations se succèdent. Comment pouvait-on mieux montrer que le sang neuf n'a été injecté qu'au goutte à goutte? Après de longues heures de route, l'autorail aborde l'agglomération lyonnaise. Traditionnelle charnière entre pays du Sud et du Nord, la capitale des Gaules a, ce jour-là, choisi son camp. Mais comme cet incroyable attelage des années de disette, les bonnes vieilles motrices buires de l'OTL en ont vu d'autres, et les manœuvres au terminus se déroulent pile à l'heure. Il est vrai que la balayeuse, comme les traminots lyonnais appellent leur chasse-neige, est sortie dès la première heure. Bien sûr, Lyon n'est pas Helsinki, et les hommes du célèbre 7, Perrache-Cusset, apprécient le retour du printemps. Les manœuvres aussi sont moins pénibles au soleil. Dans les débords, l'archaïque 040 passe des journées entières à classer des tombereaux de charbon. Et sur les voies principales, ce Decaueville prend de la vitesse en direction de Marseille ou de Grenoble. Entre cette 141P rutilante et le premier plan de rame garé en attente de restauration, le contraste est criant. Mais un peu plus loin, la tradition est intacte. Rien ne saurait être laissé au hasard lors du contrôle du chargement d'un wagon de Beaujolais. Voici maintenant le cœur du système ferroviaire lyonnais, qui bat au rythme des coups d'échappement des petites P. À Lyon-Perrache, comme dans toute grande gare, il y en a pour tous les goûts. On aura bien sûr reconnu le diesel Baldwin et la légendaire 231G. Mais on appréciera cette vision d'une 232T en fin de carrière, avec son contingent de banlieusards parfaitement indifférent à la rareté d'une telle image. Retour au classicisme, c'est-à-dire à une scène qui résume à elle seule toute la grandeur du réseau et de ses machines vedettes.
Mais les Pacifiques n'ont déjà plus le monopole de la majesté. Avec une R aussi, un démarrage peut avoir grande allure. Et on en dira presque autant de celui de l'ABV qui va mettre la journée entière pour rallier Bordeaux. À l'extrémité côté Paris aussi, l'activité est incessante, stimulée par les mouvements d'autorail échangés avec le dépôt de Vèze qui viennent meubler les temps morts entre les grands trains de sens pair. Au-delà des voies principales, ce jumelage de Bugatti attire l'œil vers l'annexe de Perrache, qui vient nous rappeler que la principale étape de l'artère impériale est aussi une capitale de l'autorail. Ici sont rassemblés les berliers envoyés par Roanne, les Renault VH et ABJ plus courants, et encore les Decauville, familiers des lignes du Dauphiné et des Alpes. Pour l'heure, au ravitaillement, on retrouve l'un des engins les plus en vue du moment. Le TAR de la franco-belge qui ne connaît que les services rapides. À tout seigneur, tout honneur. C'est sur la première voie qu'a lieu le départ pour Paris. Après avoir pris soin d'épargner le ravitaillement du chef de gare, la rame s'engage sur le pont de la Quarantaine, puis aborde le tunnel de Saint-Irénée. Le TAR est déjà en pleine vitesse lorsqu'apparaît la gare de Lyon-Vèze, suivie de son dépôt, puis les inévitables cités PLM. Et après quelques kilomètres, la banlieue s'interrompt pour faire place à un Val-de-Saône très champêtre, dont nul n'imagine qu'il lui suffira d'un demi-siècle pour se couvrir d'une urbanisation quasi continue jusqu'à Villefranche. Une fois encore, les époques alternent. 141R, puis 140 ex-PLM. Et les gares aussi se suivent sans se ressembler. Après Mâcon, suivi de l'intermède beaucoup plus modeste de Varennes-le-Grand, l'autorail approche de Chalon-sur-Saône.
Ici, la marquise vit ses toutes dernières années. Elle sera bientôt sacrifiée sur l'autel de l'électrification, ou plus exactement de la refonte du plan de voie appelé à l'accompagner, pour adoucir les courbes imposant un ralentissement très gênant. Comme s'il ne suffisait pas de ceux que motive la reconstruction, comme dans la tranchée précédant le tunnel percé sous le canal du centre, juste avant l'entrée en gare de Chagny. Sur notre gauche, les voitures antédiluviennes attendent l'heure du départ d'un quelconque omnibus de la transversale de Montchanin. Mais le TAR n'en a cure et il va progressivement reprendre sa vitesse. Voici maintenant les Grands Moulins et le canal de Bourgogne. Et dans l'axe des voies qui se sont multipliées, on reconnaît la flèche de la cathédrale Saint-Bénigne, indissociable du paysage ferroviaire local. Nous arrivons à Dijon. Sur la plateforme en cours d'élargissement, des hommes préparent l'avenir en faisant de la place pour le futur saut de mouton. Dans la gare proprement dite, on ne sait plus si les installations provisoires rappellent la guerre ou si elles annoncent la floraison toute proche des poteaux caténaires. Car les belles Mikado, entre autres, vivent leurs dernières heures. Et le seuil de Bourgogne sera le premier à basculer. Pour l'heure, les énormes 151A sont encore bien vaillantes, mais la célèbre rampe de Blaisy est désormais jalonnée de chantiers. Dans la vallée de l'Yonne, ça se précise. Nul besoin d'être ingénieur hors classe pour comprendre ce qu'annoncent ces massifs coulés à intervalles réguliers. Sur la piste de vitesse à 4 voies qui débute à Saint-Florentin, l'artère impériale conserve toute sa grandeur des années d'entre-deux-guerres, mais aussi tous les aspects de cette époque. Mais on sait déjà que, sur les voies du dépôt de La Roche, les rangs ne vont plus tarder à s'éclaircir. La Roche-Migène. Ici encore, le TAR passe au ralenti, mais il s'offre tout de même le luxe de dépasser un rapide le temps de la prise d'eau de la 240p. Montreux. Pour les Parisiens, c'est encore la province, mais pour les Lyonnais, c'est déjà la banlieue.
Après avoir laissé sur sa droite l'itinéraire des bords de Seine, l'axe principal se réduit à une très ordinaire double voie, ponctuée de petites gares aux arbustes soigneusement taillés. C'est à Melun que débute réellement ce que l'on appellera beaucoup plus tard la Grande Couronne, avec son activité intense, que la voie soit d'eau ou d'acier. Les dépassements de trains de banlieue restent encore une exclusivité des abords de Paris. Ici, sur les voies centrales, avant que les voies bis des deux sens se retrouvent groupées à gauche des voies dites rapides. Les voies bis, partagées entre le service de banlieue et les trains de marchandises, sont évidemment beaucoup plus fréquentées que les nôtres, sur lesquelles les fréquences des trains rapides restent faibles, mais le spectacle est quasi permanent. Hier, Montgeron et maintenant Villeneuve-Saint-Georges. L'énumération fait partie intégrante de toute montée à Paris et plus généralement de la culture du rail. Tout comme le nom de ce treillage appelé à être connu de tous les écoliers de France. Depuis sa reconstruction, achevée en 1946, il accumule tellement de superlatifs qu'il figure dans les programmes de l'instruction publique. Et la banlieue se densifie, même si les cités n'ont pas encore remplacé ces maisons que les gens du cru appellent pavillons. Enfin, à 512 km de son point de départ, le TAR voit apparaître le but de son voyage. Mais on le sait, le réseau ne se réduit pas au seul axe dont il a tiré son nom. Au cœur des Alpes, voici Modane, gare internationale convertie de bonne heure à la houille blanche. Dans ce cas précis, il paraît bien difficile d'affirmer que la traction électrique symbolise le renouveau du rail. De fait, les E554 du triphasé italien paraissent antédiluviennes, mais les monstres du troisième rail français font meilleure figure. Départ pour une descente vertigineuse. Au cours du voyage, nous rencontrerons une bonne partie du parc de la Maurienne. Un ABB-A1 d'abord, un CC1 plus loin,
2 CC2 ici, en amont de Saint-Michel, en pleine rampe de 30. À Saint-Jean-de-Maurienne, la 1ABB-A1 ayant assuré le renfort sur la section la plus accidentée se retire et regagne le dépôt. On retrouve alors en tête la 2CC2 titulaire avec son marquage transitoire. Et la descente reprend en direction de la Basse-Vallée. En ligne, on remarque une curieuse mixité, mais nous sommes maintenant sur le tronc commun avec l'antenne de la Tarentaise, non électrifiée. Et voici Chambéry, capitale de la Savoie, où l'autorail de Decauville pour Grenoble attend l'arrivée de l'express Turin-Lyon. À la croisée des grands itinéraires alpins, mais aussi de 2 modes de traction, les manœuvres, arrivées et départ ne s'interrompent pas un instant. Côté voyageurs, électricité et vapeur vivent en bonne intelligence. Côté faisceau, l'inévitable 040 TA passe ses journées à trier les wagons du sillon alpin et ceux de la ligne d'Italie. Et, à l'extrémité nord des emprises, le dépôt achève de se relever de ses ruines. 20 ans après l'arrivée des premières locomotives électriques, la traction vapeur reste omniprésente. Les grandes roues étant toutefois proscrites de ces lieux voués au service sur forte rampe. C'est avec la 161 CE1 que nous allons repartir, mais les frotteurs resteront inactifs. De Chambéry à Culose, c'est la caténaire qui prend le relais. Après 18 km seulement, voici Aix-les-Bains, une autre étape de premier ordre. Tous les grands trains d'Italie, Paris-Rome et Lyon-Turin, font arrêt ici pour abandonner quelques-unes de leurs voitures à la 242T qui les conduira vers Annecy et Saint-Gervais, ou inversement, selon l'heure. Mais nul ne se doute encore que, très bientôt, Aix-les-Bains deviendra la première gare bicourant de France et que des ingénieurs viendront de toute l'Europe y découvrir d'autres locomotives électriques qui relègueront les 1000 pattes du PLM au rang d'antiquité.
Au bout de la section électrifiée, voici Culose. Depuis plus d'un siècle, la modeste bourgade compte plus de locomotives que d'habitants. Et il en sera ainsi jusqu'à ce que de nouvelles caténaires provoquent l'exil des 141R en 1953. Mais le chemin de fer ne se résume pas à la dualité vapeur-électrique. Il faut aussi compter avec les autorails. Dans la petite bifurcation jurassienne d'Andelot, les ABJ ont bien facilité les opérations de rebroussement imposées à toutes les circulations reliant Moret à Mouchard. La partie montagnarde de la grande ligne Paris-Lausanne est encore à double voie. Il n'en faut pas moins pour écouler un trafic marchandises consistant, mais aussi les multiples mouvements du service local tel ce jumelage de Micheline arrivant de Pontarlier. Pour quelques kilomètres, de Mouchard à Arc-et-Senans, les rails de la transversale Lyon-Strasbourg se confondent avec ceux de la radiale franco-suisse. Puis, c'est vraiment la plaine et ces longs alignements parcourus à pleine vitesse. C'est à Dole que nous abandonnerons les Michelines pour nous transporter dans leur ville natale. Il s'agit, on l'a deviné, de Clermont-Ferrand. Face aux bâtiments voyageurs flambant neufs, la Cité du Pneu n'a pas encore eu entièrement raison de ses tramways. Mais ils succomberont devant l'autobus, avant même que les premiers diesels n'aient condamné les 242 TC sur les plus petites lignes du Massif central. Quant au grand axe qui mène vers le sud, la légendaire ligne des Cévennes, les Mikado y règnent sans partage. Dans la plaine de la Limagne, les premiers kilomètres ne laissent rien soupçonner des difficultés qui nous attendent. Mais, peu avant Issoire, les courbes se resserrent et le Val d'Allier se rétrécit. Quant aux arrêts, ils se font de plus en plus fréquents. Après Brassac-les-Mines, aux débords encombrés de bois destinés à étayer les galeries, voici Arvent, où s'achève la double voie. En sortie de gare, le sémaphore indicateur de direction nous confirme que nous sommes bien orientés sur la branche de gauche, vers Langeac. Dernière bourgade de la vallée, Langeac abrite les locomotives de la montagne. Et notre 141E fait place à l'une de ses sœurs que le dépôt vient de préparer pour l'ascension.
Dans le sens nord-sud, les trains gravissent aisément les rampes somme toute modérées des gorges de l'Allier. Et, lorsqu'apparaît sur la gauche la ligne coordonnée Le Puy-Langogne, bien peu de voyageurs réalisent qu'ils sont en train de franchir la côte des 900 mètres. Langogne, sur la voie contiguë, nous dépassons un long train mixte. Et nous engageons bientôt sur le viaduc des Bras, puis découvrons les grands espaces des plateaux où se rejoignent l'Ardèche et la Lozère. Enfin, au détour d'une énième courbe, voici la Bastide. À plus de 1000 mètres d'altitude, la gare coïncide avec la ligne de partage des eaux. Très vite, le Vichy littoral va basculer dans la pente de 25, qui le conduira jusqu'aux garrigues languedociennes. Au même instant, sur la voie extérieure, on charge les colis dans le fourgon, et la silhouette familière d'une 141 TA se présente, pour se mettre en tête du train de Mende. Seules quelques images évoqueront cette ligne, qui vient juste d'être rattachée à la région Méditerranée. À l'arrivée dans le modeste chef-lieu lozérien, c'est le car qui va assurer la correspondance pour les gorges du Tarn. Un merveilleux coin de France auquel ne manque que le train.